Merci beaucoup, Tofik, de m'honorer de ta présence. Je te remercie infiniment parce que je sais que tu es très occupé. Ou en tout cas, je suis ici aujourd'hui avec toi et je t'ai demandé d'intervenir parce qu'aujourd'hui, en fait, je recueille les témoignages de personnes inspirantes et ressources comme toi qui ont vécu un parcours scolaire, on va dire, avec des obstacles et voilà. Et aujourd'hui, sachant que tu es épanoui professionnellement et que tu rayonnes, pour moi, ce sera un beau message inspirant pour les jeunes qui sont en difficulté scolaire. Bien sûr. Alors, d'abord, c'est moi qui te remercie parce que c'est toi qui fais la démarche. C'est une noble démarche pour la génération future. Et moi, un peu, parce que les gens n'ont pas vu juste avant, on s'est parlé, moi, je suis juste le colibri. Tu vois? Et donc, j'ai bien envie que pour les gens qui nous suivent, tu racontes cette histoire. Ah, ok, ok, avec grand plaisir. Ce que je disais à Toufik en introduction, c'est que j'ai entendu cette histoire de Pierre Rabhi. C'est en Afrique, donc une forêt subit un incendie et tous les animaux partent en fait de cette forêt. Seul un animal en fait reste qui est le colibri. Et le colibri en fait va dans un point d'eau et éteindre à son niveau en fait avec cette goutte, donc ce feu de forêt. Et un animal s'arrête et lui dit: «Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Enfin, c'est pas avec ta goutte d'eau que tu vas arrêter le feu.» Et le colibri se retourne et lui dit simplement: «Mais moi, je fais ma part.» Tu vois? Voilà, j'apporte ma petite goutte d'eau et je suis très content d'y contribuer parce que c'est un message qui me parle. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je t'en prie. En tout cas, si pour les gens qui vont te regarder ou t'écouter, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Ok, alors, je me présente, Toufik Korish. J'ai plusieurs casquettes. La première, et d'ailleurs, je vais voler cette phrase à mon ami Mani, qui est un célèbre compositeur, qui dit qu'on est tous des décorateurs de silence. Donc, c'est exactement de cette façon que je me qualifie. Je fais de la musique depuis 13 ans, en fait, j'en vis depuis 13 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans et je vais avoir 41 ans le 17 août. Euh, du coup, en fait, dans ma tête, j'ai toujours 17 ans. Ça, faut le savoir. Et à côté, j'ai développé donc avec un partenaire incroyable qui s'appelle Erwan Kunake, une activité sur Endgame Group qui est là pour inspirer et éduquer tous les rêveurs autour de la musique. Voilà. Et les entrepreneurs bientôt, en termes Ah, généralistes. Je vais la faire courte parce que sinon ça pourrait durer très longtemps. Je suis sûr qu'on a plein de choses à se dire. ok. La question phare de cet entretien, Toufik, c'était comment c'était à l'école pour toi? Ça a été très compliqué parce que j'ai fait plusieurs écoles. J'en ai pas fait qu'une. Euh, donc la maternelle, ça, je n'ai presque quasi aucun souvenir. La primaire, par contre, oui. J'étais donc dans un collège enfin, une primaire, non, c'était pas collège, école primaire de quartier. Donc, c'était une école primaire qui était entourée de tous les quartiers de la ville, entre 10 et 15 000 habitants. Donc, c'était pour rire, et c'est pas péjoratif, le blanc était minoritaire. Donc, c'est pour te dire à quoi ça ressemblait. Ok. Euh, mais je l'ai bien vécu. Je veux dire, la vie de quartier, de collège de quartier ou d'école primaire de quartier m'a apporté une qualité et une ressource incroyable, c'est de ne jamais voir la différence de l'autre. C'est incroyable. Je ne vois ni couleur ni religion. Ça, c'est super cool. Ça, pour le coup, c'était Ouais. l'avantage. Mais en CM2, mes parents ont pris le choix, parce que je suis d'origine marocaine et issu de l'immigration, mais né en France, tout comme toi. Et mes parents ont décidé de repartir au Maroc. Donc, un choix animé par la peur, parce que mes parents voyaient leurs voisins avec leurs enfants qui faisaient les allers-retours en prison. Et ils se sont dit, j'ai peur pour nos enfants, on ne va pas pouvoir vraiment les éduquer correctement parce qu'on était cinq enfants, plus une grand-mère à la maison, donc 8, à partager un 70 mètres carrés. Et donc, c'était très complexe pour mes parents de s'imaginer arriver à nous tenir sur la bonne voie. Et donc, animé par la peur, on part au Maroc et je fais une classe de CM2 dans une école franco-marocaine à la dure.
C'est-à-dire qu'il frappe encore sur les doigts là-bas. Et puis, mon père avait donné l'autorisation aux professeurs parce qu'il demande toujours s'ils acceptent ce genre d'éducation sur les franco-marocains, mais de l'étranger, parce qu'on n'a pas le même… comment dire? On va dire qu'ils prennent un peu plus soin de nous. C'est triste. Et mon père a dit non, non, vous pouvez y aller. Donc, du coup, c'était à la baguette. À l'ancien temps, et ça existe encore aujourd'hui. Donc, du coup, ça, c'était une école privée en CM2. Et puis, il y a eu une guerre civile au bout d'un an. Et là, mes parents sont revenus parce que les cibles, c'était les franco-marocains. Et en pleine nuit, on quitte notre ville et on revient en France au bout du 3e trimestre, donc en camion et 3 jours de route jusqu'à arriver chez nous. Et là, logements sociaux parce qu'on n'avait plus d'appartement, rien. Donc, on est passé de logements sociaux en logements sociaux. Au début, c'était l'hôtel. Puis donc là, je reprends la fin de l'école primaire et arrive le collège qui était juste à côté, le collège de quartier. Donc tu vois, Ouais. ça débute fort. Donc j'arrive en 6e dans un collège de quartier, tout se passe bien, je suis dans la découverte de mes potes que je n'avais pas vus depuis longtemps, puisque j'ai passé une année au Maroc. Et puis la 5e, très compliqué, une prof de maths qui me prend en grippe avec des propos très borderline sur ma couleur. Ça m'a révolté et j'ai un caractère très fort face aux injustices depuis tout petit. Et donc, du coup, interdit de cours de maths 2e trimestre et 3e trimestre. Et on me fait redoubler parce que du coup, je n'ai pas une moyenne générale qui est convenable. Forcément, je n'ai pas eu de cours de maths. Donc, je redouble la 5e. Mes parents convoqués, vous acceptez qu'ils redoublent? Oui, parce que toujours, mes parents ont été éduqués comme ils viennent de l'immigration. Mon père est arrivé à l'âge de 12 ans, ma mère à l'âge de 22. Ça a été, attention, il ne faut pas faire de vagues, on n'est pas chez nous, il faut accepter. Donc, quand il disait, bon, votre fils, il faut qu'il redouble parce qu'il n'a pas suivi tous les cours, du coup, il n'a pas une moyenne convenable. Oui, oui, vous avez raison. Oui, maître, oui, maître, oui, maître. C'est ce qui s'est passé. J'ai redoublé. Puis, en 4e, mon regard change sur l'éducation nationale, mais dans le sens positif, qu'en Wow. 4e. Ok. C'est que de la 6e à la 5e, j'étais presque le dernier de la classe en anglais, en matière, donc en anglais. Et en 4e, j'étais le premier. Et en 3e aussi, et au lycée aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai compris en fait que les professeurs avaient un grand rôle. Ils avaient un grand rôle, c'est celui d'inspirer les élèves, celui de les élever, de les considérer. Pas juste de se dire, OK, je vais au taf et je finis à 17h, je rentre chez moi et je vais voir mes gosses et puis j'oublie ce que j'ai à faire la journée, je corrige les quelques copies à la va-vite et puis mon kiff, ce sera juste de leur dire, toi, t'es nul et toi, t'es bon. Et là, je rencontre donc une prof d'anglais, j'en ai oublié le prénom malheureusement, et elle m'inspire. Elle m'inspire, elle me dit que je suis bon alors qu'on me le disait rarement. Du coup, Wow. j'ai fini par y croire. J'ai fini par croire que j'étais bon. Et c'était le cas. Je parlais déjà 2 langues, donc le français et le marocain, je le parle couramment, comme le français d'ailleurs. Maintenant, je parle anglais couramment. Et je me suis dit, putain, c'est dingue en fait. Comment je peux passer de dernier de la classe à premier? C'est là que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ah oui, c'est possible en fait. Les maths aussi, je n'étais pas bon, ça commence à remonter. Toutes les autres matières commençaient à remonter grâce à cette prof d'anglais. La confiance en soi. C'était la confiance en soi, clairement. Arrivé en 3e, brevet des collèges, j'étudie pas. Je l'ai, j'étudie pas. Parce que vraiment en 4e, j'avais tellement confiance en moi que je me suis dit, c'est bon, je vais y arriver. 3e, j'étudie pas. On me dit, tu as le brevet. Je ne croyais pas l'avoir. Ils m'ont dit, si, tu l'as. Je dis, mais je n'ai pas étudié. Mais tu l'as, ok. Conseiller d'orientation. Et là, la conseillère d'orientation, c'est la pire de la Terre, qui me dit, tu n'as pas un niveau intellectuel assez élevé pour partir en général. Mes parents sont convoqués. Oui, oui, maître, vous avez raison. Oui, oui, on se soumet. Et
Elle me dit, il faut que tu choisisses une voie dans un BEP ou un CAP. Mais j'ai dit, mais non, mais je veux aller en général. Heureusement pour moi, en fait, je savais que j'allais faire un BEP et un CAP juste pour mes parents, pas pour moi. Parce qu'en troisième, j'ai découvert ma vocation. Waouh. Et grâce à mon prof de musique. Ouais. Et lui, j'ai pas oublié son nom. Monsieur Ladanius. Incroyable. Un prof incroyable avec une grosse moustache et des yeux globuleux. Et un humour incroyable. Je me rappelle encore ça. Et encore, je l'ai revu et je l'ai invité des années après au resto. Oh, Et, génial. je l'ai retrouvé dans un lycée. Et c'est un super prof qui est resté aussi bloqué à l'âge de 17 ans dans sa tête. Et c'est ça qui est kiffant, en fait. C'est qu'il est. Quand je dis l'âge de 17 ans, c'est pas péjoratif, c'est dans le côté foufou, curieux, aventurier. C'est exactement ce que je suis et je me retrouvais en lui. Et ce qui a fait qu'il a développé cette vocation pour la musique chez moi, alors que j'y avais pas du tout pensé avant mes 14 ans, c'est parce que tenir une classe dans un collège de quartier avec comme programme faire de la flûte, bon courage les amis. Je veux bien, il paraît que les rebeux sont des dresseurs de serpents, mais c'est fini ça. La flûte, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai rigolé. J'ai dit, mais à l'époque, c'est impossible. Et c'est vrai, ça marchait pas. Ça marchait pas. Personne disait, mais ta flûte, on s'en fout. Et donc, du coup, il fait le défi de nous reproduire donc une chanson qui était numéro 1 à l'époque, que je vais te jouer là, tu vois. Waouh, avec plaisir. Tu te rappelles ou pas? Oh, que oui. Le refrain, c'était… Voilà, célèbre reprise de Stevie Wonder en hip-hop avec Coolio et élevé au refrain. C'était d'ailleurs un film, justement, c'était la BO d'un film Oui. où une femme, je ne sais plus si c'est Pfeiffer. Oui, oui, c'est ça. Voilà, aider en fait à des jeunes de quartier à essayer de trouver leur voie et à reprendre confiance en eux. Donc ça a résonné en moi forcément. C'est quoi, ça me fait des frissons rien que de repenser, tu vois. C'est incroyable. Ce mec, il a changé ma vie. C'est fou. Je bois tes paroles. Depuis tout à l'heure, je suis tellement, en fait, ça résonne ce que tu es en train de raconter, bien évidemment, parce qu'on a eu un parcours. Ouais, il y a des similitudes dans pas mal de choses. Et en fait, ce qui me vient, c'est ce que tu as dit. Les profs, en fait, l'inspiration que peuvent donner les profs aux gamins. Et en fait, la clé, quand tu es passé, en fait, quand tu dis en quatrième, et quand en sixième, cinquième, tu étais le dernier, et après, tu passes, en fait… Ouais. Non, mais là, tu donnes la clé. Mais la clé, elle est là. C'est le rôle des professeurs d'être plus que des professeurs, mais d'être des mentors. Il ne faut pas juste être des professeurs et appliquer à la lettre le programme de l'éducation nationale. Il y a une part qui s'appelle l'humain, tu vois, et tu l'oublies quand tu suis des copies. Juste à lire des copies, il n'y a plus d'humain. L'humain, c'est une mission. Ce n'est pas lire des copies et les appliquer tout bêtement. Donc, arrivé en troisième, ce prof nous dit, voilà, il faut reproduire ce titre. Donc, il fallait que je rappe un couplet. Donc, j'avais pris le défi de rapper un couplet et il nous montre un ordinateur de l'époque. À l'époque, tout le monde n'avait pas un ordinateur, ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est vrai. C'était très difficile d'avoir un ordinateur. Il y avait un truc qui s'appelle le CDI. C'était un endroit où on allait justement pour avoir accès avec précisément quelques minutes, une demi-heure maximum, à un ordinateur pour avoir à ce qu'on appelle accès à, comment dire, à la naissance de Google. C'était le début. Et là, il nous montre un ordinateur avec un logiciel où il avait reproduit toute la musique de Coolio. Et là, je me dis, waouh, on peut faire ça. C'est là que je suis tombé amoureux de la musique. J'ai dit, on peut faire ça. Parce que je me suis dit, je ne suis pas musicien à 14 ans, je n'ai jamais pris de cours de piano, mes parents ne m'en feront jamais faire, c'est sûr. Donc, ils vont me dire, pourquoi tu veux faire du piano? Tu veux faire des mariages rebeux?
Non, ouais, non, c'est. En plus, j'ai détesté la musique orientale. Donc, j'ai dit, bon, je suis allé voir M. Ladaniou, j'ai dit, c'est incroyable, on peut faire ça, mais comment vous avez fait ça? Oui, mais avec Regda Technologies, ça s'appelle la musique assistée par ordinateur, la MAO, waouh! J'ai dit, je veux savoir. Il me dit, écoute, tous les mercredis après-midi, je prépare mes cours. Si tu veux, tu peux venir. Et tous les mercredis après-midi, je venais. Je venais, je m'asseyais à côté de lui. Il me dit, tu ne me déranges pas. Je me taisais, je regardais. Et j'étais là pendant 1 heure, 2 heures, je regardais ce qu'il faisait et tout. Bon, des fois, je le dérangeais. Et, euh, et j'ai dit, un jour, je veux faire pareil. Je veux pouvoir faire pareil, créer. On peut créer de rien, en fait. Vous partez sur une feuille blanche, monsieur Ladanou, si vous créez. Oui, exactement. Mais il n'y avait rien avant. Comment ça se fait qu'il y ait quelque chose à la fin? Mais parce que ceci, cela, il expliquait le process. Mais moi, je ne comprenais pas encore. Et puis, j'ai dit, c'est bon, c'est mon rêve. Je ne vais plus quitter ça. J'ai encadré ce titre de Coolio. J'ai encadré ce nom dans ma tête de monsieur Ladanou, ce prof incroyable. À la fin de l'année, il nous fait faire un concert. Je monte un groupe de rap au collège. Il nous fait faire un concert au théâtre avec des musiciens de son groupe, parce que lui avait un groupe parallèlement, et avec des cuivres, une basse. C'était incroyable. Du coup, je n'ai pas du tout été enfermé dans le côté le rap, c'est que des DJ, le rap, c'est que des machines. J'ai directement côtoyé le milieu des musiciens, directement été intéressé par la pop, la variété, le zouk, le rock, le métal. Je me suis ouvert d'esprit parce que c'est grâce à lui. C'est grâce à lui, il m'a montré en fait la voie dès le départ. Et là, je me suis dit, bon, peu importe, maintenant, je vais faire un diplôme pour mes parents, mais je vais faire de la musique. C'est sûr, je veux faire de la musique. Tous les jours, j'y pensais. Je pensais à mon groupe de rap. On commençait à faire des premières parties. On a fait plein de choses incroyables. Des premières parties d'Ayam, de Sayan Supacrou, de 113. On a fait le Zénith à Toulouse. Ah ouais, dis donc. On a fait une tournée de 40 concerts. En tout, c'était incroyable. C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et la conseillère d'orientation, pour revenir à elle, elle me dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut que choisir un truc, un BEP, CAP. Et moi, il y avait un truc, c'est que l'avoir vu mon père maçon rentrer tous les jours avec sa combinaison dégueulasse, à des heures pas possibles, fatigué, pas le temps en fin de parler avec ses enfants, sauf pour leur dire, tu as eu une mauvaise note, donc tu vas prendre 3 claques et 2 coups de ceinture et voir un lancer de babouche en mode tireur d'élite. Et peut-être que tu tomberas sur la pointe ou le talent et on verra si c'est ton jour de chance. Et on rigole, mais c'est vraiment pas cool en vrai. Oui, bien Et, sûr. et avec mes frères, on appelait ça le premier service ou le deuxième service. Parce que quand ma mère commençait, qu'elle était fatiguée, c'était le premier service et mon père prenait le relais, c'est le deuxième service. Vous êtes Euh, excellent. Enfin, et ils me disent, qu'est-ce que tu veux faire? Et je ne voulais pas devenir comme mon père, être manuel. Je dis, je ne suis pas manuel. Je déteste d'ailleurs encore aujourd'hui, il ne faut pas me donner un clou et un marteau, je risquerais de me tuer. Et je dis, non, je ne veux pas. Je ne veux pas faire un job manuel. Et elle me dit, eh ben ouais, mais là, il y a mécanicien, il y a ceci, il y a cela. Je dis, non, non, vous savez quoi? C'est quoi ça? Elle me dit, comment ça? Là, il y a écrit topographe, BEP topographie. C'est quoi la topographie? C'est l'étude des terrains, s'il y a des calculs et tout. Elle me dit, oui, il y a pas de, on ne met pas la main dans la merde, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ok, ben je fais ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, je fais ça. ah ouais. Tu vois, déjà la période collège, c'était incroyable. Incroyable. On Mais m'envoie au lycée. Oui? excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie, tu as une question. Ce que je veux dire, c'est que comment tu as réussi à concilier le fait d'avoir la musique, j'ai envie de dire dans le cœur, mais dans tes tripes, parce que c'était vraiment quelque chose qui t'animait. Et comment tu as réussi à aller vers cette voie scolaire qui était juste le fait de faire plaisir à tes parents ou de les rassurer. Enfin, je sais pas exactement quel C'est est le pour les terme. rassurer. Après, le fait de concilier les deux, c'était simple. J'avais une mission, celle de rassurer mes parents pour qu'ils soient contents. Voilà, très bien. Ce n'était pas pour moi, ce n'était pas pour mon bonheur. Et celle de continuer la musique en parallèle. Voilà, et je leur ai dit que c'était juste un hobby, ce n'était pas une vocation. Et ça leur allait très bien. Ça ne les a pas inquiétés. Donc, je faisais les deux. J'étais en cours, dans les interclasses, je pensais musique, avec à l'époque ce qu'on appelle un objet préhistorique, le Walkman. Et, ce qui est fou, c'est que, un peu comme tout aujourd'hui, encore je le vois, c'est que quand tu choisis une voie, eh bien, tu attires des gens qui viennent se greffer dans ta voie. C'est un truc de dingue. Par exemple, je n'avais pas les moyens de m'acheter des cassettes à l'époque.
ou des vinyles, ou un disque, encore moins une platine vinyle. Mais dès lors où j'ai décidé de faire de la musique, un de mes voisins, son père avait une disco mobile dans le Waouh. quartier. Et il jouait que de la techno et parfois d'autres styles musicaux, mais il avait des lots de cassettes qu'il achetait à des magasins qui avaient des invendus. Et il y avait plein de cassettes, il détestait le rap. Et j'ai découvert, le premier artiste rap que j'ai découvert en France, c'est MC Solar, Ok. tu vois. Et le mec, il me dit, ah, ben, t'aimes bien la musique? Oui, je fais de la musique, ok. Je l'ai invité pour qu'il voie en fait avec Monsieur Ladanius comment ça se passait, ça l'a fait kiffer. Et là, il me dit, ben, tu sais quoi, toutes les cassettes rap, je m'en sers pas, tu peux les prendre. Trop fort. C'est Comme tu incroyable. dis, l'attraction. L'attraction, surtout quand elle est sincère, ça marche que quand elle est sincère, pas quand elle est calculée. L'attraction à calculer, en général, ça peut marcher si c'est un plan machiavélique, mais ça ne dure pas longtemps. Ça s'effondre tôt ou tard. Mais quand c'est sincèrement vécu, quand c'est authentique, tu attires des personnes qui sont justement, qui vibrent comme toi. Vraiment, je le pense et je le vois encore aujourd'hui. C'est fou. C'est vraiment fou. Donc, arrivé au lycée, là, on m'envoie au lycée, diplôme en topographie à faire en 2 ans. Et là, c'est très dur parce que je passe d'un collège de quartier où j'étais rassuré parce qu'il y avait une sorte de communautarisme dans lequel j'ai été éduqué. Donc, du coup, ben voilà, il y avait des Gitans, des Chinois, des Maghrébins. Quand je dis Maghrébins, c'est Maroc, Tunisie, Algérie. Il y avait des Blacks, Nigeria, Kenya, Mauritaniens. Il y avait mais il y avait de tout, des Portugais. Alors là, je te rassure, ils étaient partout. D'ailleurs, c'était eux qui ont monté le collège pour la blague. Et, mais vraiment, c'était fou. C'était complètement fou. Et là, d'un coup, je passe dans un lycée de campagne. Il fallait que je fasse 45 minutes de bus tous les matins et tous les soirs. Oh là là. Et j'arrive dans un lycée de campagne à 40 bornes, totalement perdu, où on est deux minoritaires, complètement. Deux. Très bizarre, très, très dur. Très, très, très dur. Un peu persécuté au début. Quand même. Ouais, ouais, au début, oui, oui, les insultes raciales et tout, ça a été très, très dur. C'était la majorité, c'était des pratiquants du rugby. Je ne dis pas que tous les gens du rugby sont comme ça, n'est-ce pas, Clément Bergon? Si tu nous regardes. Si tu nous regardes. Non, non, pas, ils ne sont pas tous comme ça. Mais ouais, c'était très dur. On va dire qu'on est con quand on est ado. C'est surtout ça. Et ouais, la Voilà. méconnaissance. Exactement. Et donc, ça a été très dur. Je voyais beaucoup de persécutions, des poussées d'épaule, des on va t'attendre à la sortie, pourquoi tu nous as répondu, etc. Et là, la pression, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et deuxième trimestre, la première année donc, de mon BEP, je suis à la cantine et je vois les rugbyman passer de gauche à droite en train de piquer les desserts des plus faibles. Et là, c'est parti en cacahuète. Donc, viré une semaine. Ils D'accord. viennent, ils me prennent mon dessert. Et pendant qu'ils me prennent mon dessert, j'ai pris la fourchette et je l'ai plantée dans la main. Donc, Bon. le mec a crié. J'ai été, voilà, ils se sont tous reculés. Et depuis, j'ai été tranquille tout le lycée. Ce n'était pas le geste à avoir. Évidemment, aujourd'hui, je le sais. Adolescent, non, parce que c'était la seule réaction qu'on m'avait appris dans mon éducation. Mais mon père, les fois où c'est que je me bagarrais et que je recevais dans la clé, il me disait la prochaine fois, tu tapes le premier. Oui, j'entends. Ouais, c'est pas une chose à dire. Moi, je dirais jamais ça à mon fils. C'est pas logique. Donc, j'ai été éduqué dans ce sens-là. Puis, avec le temps, évidemment, j'ai compris que c'était pas la bonne réaction à avoir. Donc, dans ce lycée, du coup, ça m'a accordé du crédit niveau respect, mais c'était plus animé par la peur. Donc, c'est pas une valeur intéressante. À la fin de mon BEP, je l'ai sans étudier. Pareil, je révise pas. On me dit tu l'as. Et la conseillère d'orientation, elle me dit tu n'as rien à faire en BEP, il faut que tu retournes en général. Incroyable. Tu n'as rien à faire là. Ton niveau est plus élevé. Il faut que tu choisisses une voie. Tu veux faire quoi? Je dis quelles sont les opportunités avec un BEP topographe. Elle me dit tu peux aller dans le génie civil. Tu peux devenir collaborateur d'architecte. Et mon père rêve que un de ses enfants soit médecin, architecte ou avocat. C'est les trois métiers que, voilà, pour lui, c'est le rêve pour ses enfants. Et je dis, OK, ah ouais, collaborateur d'architecte. Mon père, il va kiffer.
Et là, on me renvoie cette fois-ci à 2 heures de chez moi, parce qu'il n'y a que 3 écoles pour faire ça dans le Midi-Pyrénées, Souillac, Auch et Gourdan-Polignan, qui est à côté des Pyrénées. On m'envoie à quelques kilomètres des Pyrénées, à 30 kilomètres des Pyrénées. Et là, 1000 élèves, un black, un maghrébin. Je te laisse deviner qui est le maghrébin. Et, et là, pareil, très, très, très dur. Ça a été, parce qu'il y avait à côté une partie de maçonnerie. Donc, c'était de la laine de verre dans mon lit. C'était des punaises lancées dans les douches collectives. C'était salbonule gravé sur ma tête de lit. Tu vois, rien que d'y penser, ça me fout les boules. Et là, je commence à me plaindre donc, au directeur. Oui, on va trouver une solution, on va trouver une solution. Rien, rien, rien. Deuxième trimestre, un groupe d'élèves me prend à part, me file une raclée. Et même trimestre, je revois une des personnes en fait, qui m'a foutu une raclée, qui me voit dans le couloir. Je lui ai parlé, il m'a frappé. Du coup, je l'ai frappé, il est parti à l'hosto. Et comme la blessure était grave, il a encore une cicatrice à vie aujourd'hui. Et je le regrette. Du coup, viré. Mes parents sont arrivés, ils ont dit on a 2 choix. Soit il est viré définitivement et vous acceptez, ses études s'arrêtent là. Soit en fait, il est viré que 7 jours. Et par contre, il y aura une plainte, tribunal, etc. Mes parents, non, surtout pas le tribunal, surtout pas la police. Donc du coup, viré définitivement. Voilà. Donc là, je rentre dans la vie active. Ces diplômes ne me servent plus à rien. Ok. C'est un nouveau départ, nouveau chapitre qui s'ouvre. Donc ouais, l'école, c'était assez compliqué. C'était assez tumultueux. Et c'est quelque chose que je suivrai de près avec mon fils, clairement. Je vais être très attentif à ces signes. Et s'il y a bien une chose que je ne ferai jamais par rapport à ce que j'ai eu avec mes parents, c'est me soumettre. Plus jamais. Plus jamais j'accepterai ce qu'on me dira. Je chercherai toujours en fait la vérité et ce qui est le mieux pour mon fils. Quitte à ce qu'il change de collège 10 fois. C'est quitte à ce que j'ai un deuxième boulot pour payer un prof à la maison, je m'en fous. Mais pas ça, plus ça. Je comprends tellement. Ouais, c'était très dur. Franchement, c'était très dur cette partie-là. Et finalement, en fait, le collège de quartier, c'était le plus facile. C'est marrant. Ouais. Donc, le moins dur, on va dire, le moins difficile. Ce que je retiens de tout ce que tu viens de dire, c'est, ou en tout cas, ce que je retiens sur la période collège, c'est que Mm. le fait de t'avoir donné cet élan de croire en toi a fait que directement, ça a eu des impacts en fait sur ton rapport aux notes. Ouais, complètement. Ah, mais ça, je l'ai vu complètement. C'est à partir de la quatrième que ça a changé. Avant, j'aurais jamais pensé ça. C'est purement à partir de la quatrième et n'en parlons pas avec la troisième et Monsieur Adanius. Ça a changé complètement mon regard et même mon rapport avec les profs. C'est-à-dire que souvent, en fait, quand on est élève, on dit ah, les profs sont des cons, les profs ceci, les profs cela. Mais j'avais plus ce rapport-là, en fait. Quand je voyais un prof, je discutais avec lui. J'avais plus ce rapport à me dire ah non, mais il y a une autorité, on n'a pas le droit de faire ça, t'es sûr? Est-ce que ça se fait pas? C'est un adulte, je suis un ado. Non, j'y allais, je dis ouais, monsieur, je peux vous parler à la fin du cours. Mais comment on a fait ça? Et comment ceci? Et je comprenais pas. Et là, je me dis c'est cool. J'ai débloqué en fait. Je n'avais plus cette peur d'aller voir l'autre et de lui poser des questions directement. Wow. D'ailleurs, je crois même que ça a été la naissance de mon culot. Mais c'est juste, mais c'est fabuleux. C'est fabuleux ce que tu racontes. J'espère que les gamins qui t'écoutent comprennent en fait que l'autorisation que tu t'es donnée te donne et te porte encore aujourd'hui. Complètement, complètement. Et, ça, c'est marrant parce que l'école, pour faire une comparaison, pour moi, l'école, c'est une préparation à la vie. C'est l'école de la vie, mais en version démo. Un peu comme dans la musique, tu sais, tu fais une démo en studio et tu la Exact. présentes à un producteur. Mais ça, c'est la démo, l'école. L'école, c'est la démo. Et la vie, la vraie vie après l'école, c'est la maquette finale. Tu vois, c'est vraiment le titre qui passe en radio. Donc, au début, il faut accepter. Il faut accepter que ce soit une démo, que ce n'est pas parfait, qu'il faut faire les choses à son niveau et qu'il faut surtout bien s'entourer. Et, justement, en fait, l'avantage des débuts, souvent on dit ouais, au début, c'est difficile et tout, mais l'avantage des débuts avec l'école, si pour le comparer à la musique, c'est qu'on peut tout se permettre parce qu'on n'a pas encore public.
On n'a personne pour nous juger. Donc, il faut tout se permettre au collège. Faut y aller, c'est pas grave. Et au pire des cas, tu vas pas finir comme Jeanne d'Arc. Il va te dire non ou oui, ou peu importe. Quel est le risque? Il n'y en a pas, en fait. Les seuls risques qu'on a, c'est ceux qu'on s'est fabriqués dans notre tête, dans notre esprit. Exact. Tu as raison. Est-ce que tu connais cette histoire en fait du barracuda? Est-ce que ça te Non. parle? Non. Et tout ce que tu es en train de dire, ça me fait penser à ça. Ce sont des chercheurs qui ont travaillé en fait pendant 3 semaines sur un poisson qui s'appelle le barracuda. Et pendant la première semaine, ils ont mis un barracuda dans un aquarium et ils lui ont donné des petits poissons, donc de quoi se nourrir. La deuxième semaine, ils ont mis un aquarium dans l'aquarium du barracuda, mais les petits poissons étaient dans le petit aquarium. Donc, de le barracuda, pendant une semaine, la deuxième, en fait, il tapait sur la vitre, si tu veux, de l'aquarium, il n'arrivait pas à se nourrir. La troisième semaine, ils ont enlevé le deuxième aquarium et ils ont à nouveau laissé apporter, en fait, les petits poissons pour que le barracuda se nourrisse. Devine ce que le barracuda, comment a-t-il réagi? Voilà, je donne ma langue au chat parce que je suis curieux. Il est mort. Il a rien fait? Ah oui, il est mort? Dans le monde scientifique, ils appellent ça l'impuissance apprise. C'est-à-dire que ce que tu disais sur la sixième et la cinquième, c'est-à-dire que tant qu'on te dit que tu n'y arriveras pas, tant qu'on te dit que tu es, peu importe, que arrête d'écrire, David Montsebois, on lui disait arrête d'écrire. Si on dit arrête de parler, tu parles trop. Si on dit t'es nul en maths, t'es nul en maths, à un moment donné, il y a tellement, tu vois, ces messages qui sont mais réguliers, récurrents, que tu y crois. Et toi, la force et toi, l'expérience que tu as eue, c'est qu'à un moment donné, cette impuissance apprise, tu l'as laissée de côté et tu as généré en fait cette puissance, justement. Tu as switché. Oui, complètement. Ouais. Et ça, en fait, c'est grâce aux rencontres. Ce sont les rencontres, en fait, qui nous changent. Les expériences et les rencontres. Si elles sont liées, c'est encore plus puissant. C'est Clairement. excellent. Et par rapport à ta première expérience professionnelle, puisque après le lycée, tu es rentré dans le monde professionnel, qu'est-ce que tu as fait? Quelle a Ah, été l'opportunité? ça a été la découverte du monde difficile, très dur. Rien gagné, en fait. Les gens ont l'impression de gagner avec un SMIC, mais quelle misère, quoi. Quelle galère quand j'y repense. Les premiers boulots que j'ai fait, forcément, déjà, topographe, ça ne m'intéressait même pas. Je l'ai fait pour mes parents. Donc, je ne cherchais même pas un boulot là-dedans, alors que j'aurais pu en trouver un. Mais j'ai dit non, bon, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas du tout aimé le faire et je l'ai fait que pour mes parents. Ça a duré 2 ans, ça suffit. Euh, donc, sorti du lycée, en général en génie civil, je me retrouve à chercher du boulot chez Manpower et toutes les boîtes d'intérim. Parce que mes parents m'ont dit clairement, bon, tu es à la maison, voilà, tu as 17 ans et demi, tu vas avoir 18 ans cet été, il va falloir que tu trouves un job. Donc, premier boulot, ça a été à l'âge de 17 ans et demi, ça a été dans les champs. Je suis allé travailler au maïs pendant 1 mois avec des amis de mes parents pour me faire un peu d'argent. Euh, J'étais content d'y travailler, mais en même temps, ça a révélé un truc, c'est plus jamais. C'est bon les pop-corn, mais plus jamais. Ah ouais, non, le maïs, je l'accepte qu'au cinéma maintenant. Donc, c'était plus possible. Je l'ai fait, j'ai dit je vais le faire parce qu'il faut gagner un peu d'argent et puis mes parents m'ont mis la pression pour ça. Donc voilà, ça je l'ai fait. Après la rentrée arrivée, j'ai fait les boîtes d'intérim et là les boîtes d'intérim me proposent un peu tout et n'importe quoi, donc cariste. À un moment on me propose de bosser pour Tempélé, c'est un peu comme Lactel. Et là, je vais là-bas et à ma grande surprise, j'ai un job super simple, pas fatigant. Je dis, c'est cool ça. On me dit, c'est simple, voilà, tu as un étui, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, les trucs de labo là. Ah, l'éprouvette, non? Une éprouvette, tu as ça, tu vas en fait dans les sacs, tu prends des sacs au hasard de lait en poudre, tu les prends, tu les amènes au labo, on les analyse. Il faut qu'en fait, on fasse des analyses aléatoires. Tu attends les résultats tranquillement. Super, il n'y a rien à faire. Ok, super. Tu prends ces résultats, tu les amènes au bureau de l'autre côté. Bon, ben, il n'y a rien à faire, c'est cool ça. Pour le boulot pour débuter, c'est parfait. Tu vois. Je fais ça, ça dure 3 jours. Alors que c'était une mission de 4 mois. Ça dure 3 jours. Au bout de 3 jours, donc les ressources humaines me convoquent, le directeur,
Et il me fait monter. Et il me dit, voilà, tu vas passer à un autre secteur. Pourquoi ça s'est mal passé? Non, non, ça s'était très bien passé. C'est après que j'ai appris en fait que le neveu du patron cherchait un job d'été. Oh, C'était fin août. Et là, j'ai fait, ça commence, la vraie vie et ses épreuves. Et je fais, qu'est-ce que je dois faire? Et il me dit, tu vois, il y a des camions à charger. C'était donc des camions, des gros camions à charger. Et il fallait empiler les sacs de lait en poudre qui pesaient 13 kilos, pardon. Et c'est une sorte de Tetris que tu fais. Parce que le but, c'est de transporter un maximum de sacs à une destination pour éviter qu'il y ait trop de trajets. Ils essaient d'économiser comme ils peuvent, l'entreprise. J'arrive devant le camion. Écoute, que des blacks. ok. J'ai dit, j'ai dit quoi? Moi, je vais faire si eux acceptent leurs conditions, l'esclavage, c'est fini. J'ai parlé avec eux. J'ai dit, les gars, il y a d'autres jobs. Je parlais avec eux. Je dis, pourquoi vous faites ça? Non, mais moi, je n'accepte pas. J'ai démissionné. J'ai refusé. Je suis parti. Et jamais de la vie, en fait, je me soumettrai à faire ce job. C'est pas possible. Du coup, j'ai fait plein de jobs encore derrière, comme une usine à gâteaux. Euh, j'ai fait beaucoup de jobs d'usine, fabriquer des pièces pour des tringles à rideaux. Chaque fois, ça durait 2 jours, 3 jours, 2 jours, parce que je craquais. Parce que Ouais. c'était pas physique pour moi, c'était pas possible, c'était pas humain. Dans ma logique, en fait, de ce que je me faisais du monde, et je me suis dit non, je ne peux pas accepter ça, je n'accepterai jamais ça. J'ai toujours, je sais pas pourquoi, ça a toujours été comme ça depuis gamin. J'ai dit non, je l'accepte pas. Pas possible. Donc, à un moment, honnêtement, je travaillais 6 mois et je prenais 6 mois de chômage. C'est ce que je faisais. Je dis, OK, maintenant, ce que je vais faire, c'est travailler 6 mois et 6 mois de chômage. Comme ça, pendant les 6 mois de chômage, je pourrais faire à fond de la musique. C'était exactement comme ça que je m'étais organisé. Je n'avais pas de projet boulot à part celui de faire de la musique réellement, de vivre de la musique. Et c'est à partir de là que chaque fois que je gagnais de l'argent, je le mettais dans du matériel, je le mettais dans du studio. Pendant que mes potes roulaient en BM, moi je roulais en Clio une Clio une. Faut le dire, c'est pas pareil. J'avais fait ce choix-là parce que j'ai voulu d'abord investir sur ce que j'aimais le plus, ce qui m'animait et ce qui faisait grandir mon projet. Pas possible de penser autrement. Euh, Mes potes s'habillaient en Nike. Moi, mes premières Jordan, alors que j'ai fait 10 ans de basket, je les ai eues l'année dernière. Excellent. T'imagines? J'ai jamais eu du paire de Jordan avant. Et tous mes potes qui faisaient du basket, ils avaient des paires de Jordan. Et moi, je dis non, je préfère les mettre dans un micro, dans un truc, une carte son, des câbles dont j'ai besoin. Et pendant 10 ans, je jouais avec des baskets assez classiques. Et là, l'an dernier, parce que je commence à apprécier ce concept de gratitude, dès que je fais quelque chose qui réussit, je m'offre un cadeau. Nickel. Je vais au magasin, je dis je veux ces Jordan, les classiques. Et je me suis dit, c'est marrant, j'aurais pu me les acheter bien avant. Mais ce qui est grave, c'est que des fois, on oublie ses rêves. Tu vois, et là, je dis non, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Et, euh, et je repense à cette phrase de mon associé qui me dit, c'est quand la dernière fois que tu as fait une chose pour la première fois? Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Waouh. Tous les jours. Tu vois, demain, je fais une chose pour une première fois. La NBA, c'était la première fois. Demain, je vais faire comment on appelle ça, du wakeboard. J'en ai jamais fait. Je vais le faire. Chaque fois, je vais me permettre de faire une chose que je n'ai jamais fait. Et, euh, et c'est ce qui a été le cas en fait à l'époque. En fait, j'ai toujours priorisé les nouvelles choses. Apprendre, vivre de l'expérience, jusqu'au moment où j'ai trouvé des jobs qui me permettaient de faire de la musique parce qu'il n'y avait rien à faire dans ces jobs. Tu vois. J'ai commencé à comprendre en fait que le monde du travail, c'était du grand n'importe quoi, parce qu'à chaque fois que tu démarches, on te demande ton expérience, ceci, cela, mais à la fin, on t'envoie tout le temps au charbon, on t'envoie aux mines. Mm. Et les boulots les plus pourris sont pour toi. De toute façon, ils n'attendent que toi. Il y a des opportunités d'ailleurs. S'il y a des gens qui cherchent des boulots pourris, il y en a. Et c'est à vous d'accepter ou pas. Euh, du coup, j'ai falsifié mes diplômes. Ok. Voilà, j'ai falsifié mes diplômes et j'ai fait avec un pote des faux diplômes, bac+2, bac+4, au fur et à mesure par rapport à mon âge. Plus je vieillissais, plus j'avais des diplômes. Et bien, tu sais quoi, j'ai été embauché par plein d'entreprises. Et dis-moi alors, quels étaient les retours de ces employeurs? – 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 –– – 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
Ouais. qui est donc voilà, pardon, le mentor de Yannick Alain, m'a embauché, mais j'avais un bac plus 4 sur mon CV. Et il le savait, Yannick. Et j'ai dit, attention Yannick, je te le dis, il y a écrit bac plus 4, tu le sais très bien que je me suis arrêté au BEP. Il me dit, oui, oui, c'est pas grave, allez. On l'a mis, je suis passé, tu vois, pour être commercial chez elle. Ça a été le cas, elle le savait aussi, elle le savait. Parce qu'un jour, on en a parlé au resto, elle m'a dit, oui, je le savais. Et C'est il y a plein de excellent. boulots que j'ai fait comme ça. J'ai fait ambulancier grâce à un pote. J'ai fait plein de jobs en fait où je n'ai jamais passé le diplôme. Mais vraiment plein de jobs. Jusqu'au moment où on me propose d'être médiateur pour ma ville, médiateur dans les quartiers et médiateur devant les lycées pendant 3 ans, de 2001 à 2004. Et là, c'était facile. Il fallait pointer le matin à 9h30, manger des chocolatines et repartir au studio et revenir pointer à 17h30. Voilà, c'était ça. Ma vie, c'était ça pendant 3 ans. Il n'y avait rien à faire. Pour moi, ça s'appelle des emplois fictifs. Ah ouais, Donc, à ce point-là. ah oui, ouais, c'était hypocrite. C'était purement en fait politique. C'était genre, on va faire de l'emploi et il va falloir. N'oubliez pas, les votes, c'est bientôt. Tu vois, Ok, j'entends. c'était voilà. Donc, il fallait qu'elle tienne sa promesse. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Je dis ok, très bien. Mais si c'est comme ça. Au début, j'étais sérieux. Après, j'ai vu que c'était du grand n'importe quoi, que c'était purement politique. Et tout le monde faisait pareil. Tout le monde allait pointer à 9h30. Tout le monde rentrait chez soi et tout le monde revenait à 17h30 pendant 3 ans. Mais tu t'imagines? C'est hallucinant. Du coup, entre-temps, j'ai vécu plein d'aventures musicales. Ça a évolué, ça a évolué. En même temps que j'étais là-bas, j'ai signé dans une première maison de disques. Donc, quand je faisais les deux. Et puis, fini mon contrat en 2004. J'étais avec un gros producteur, ça se passait bien. Puis là, plus rien, il fallait rechercher un boulot, ascenseur émotionnel. Et là, le monde du travail encore et encore. Et là, j'ai eu de la chance incroyable. C'est que j'ai dit, bon, je vais me mettre encore à fond dans la musique, j'arrête pas. Je vais choisir un boulot qui me permet de faire ça. Et là, j'ai choisi d'être pion dans un collège, Excellent. à temps plein. Donc, il fallait un bac, mais c'était écrit sur mon CV, donc c'est pareil. j'ai fait, j'ai fait bac plus 2 sur mon CV et du coup, ils m'ont embauché 1 an. J'ai travaillé là-dedans 1 an. C'était vraiment cool. C'était une de mes meilleures expériences parce que j'adore travailler avec les ados. Ils me font Excellent. kiffer. Il y a un truc chez eux qu'on peut perdre, et j'ai pas perdu encore, mais j'ai vu perdre en tout cas chez mes amis, c'est ils ont une flamme. Ils ont l'étincelle des débuts, c'est le plus important. Et donc, du coup, dans leur folie, j'y reconnais une grande force. Je me dis, oui, c'est ça qui est agréable, c'est qu'ils sont foufous. En fait, leur seul truc qu'ils vont apprendre au fur et à mesure du temps, c'est à canaliser leur énergie. Mais sinon, cette énergie, elle est brute, c'est un diamant. Et le fait d'être à leur contact, je me disais, mais c'est super inspirant, en fait. Vous ne le savez pas, mais vous êtes des muses pour moi. C'est euh, c'est incroyable. Donc, tu vois, le monde du travail a été bénéfique des fois. Et à la fin de cette année, ça cartonne pour moi. Donc, depuis, ça fait 13 ans que je vis de ça, de la Wow. musique. C'est dingue, hein? C'est excellent, c'est énorme. En fait, tu t'es autorisé énormément de choses pour pouvoir, en fait, t'as capitalisé. Complètement. Tu as été vraiment dans, euh, tu sais, cette phrase où si je suis la norme sociétale et éducative, je fais pas, en fait. Et là, pour le coup, tu t'es autorisé. Oui. Et ce que je retiens de ce que tu dis, c'est t'as pas lâché, en fait, ce qui te fait vibrer la musique. Complètement. Et j'ai surtout refusé le mode de vie classique. La normalité, pour moi, c'est un mot, je suis pas d'accord avec. Je déteste en fait être normal. Je trouve ça tellement moche d'être normal. En tout cas, quand je vois les gens normaux, j'ai pas envie d'être comme eux. Il faut les fréquenter pour savoir d'ailleurs. Mais vraiment, je m'ennuie à mourir. Je fais Ouais, un je repas, il y a comprends. des gens normaux, je m'ennuie à mourir. Des conversations basiques, banales, pas rien, pas constructives, rien d'inspirant, aucune profondeur. Si je veux en fait voir des gens normaux, j'ai qu'à regarder les réseaux sociaux ou bien allumer la télé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus la télé depuis 10 ans et que j'ai juste Netflix et Amazon Prime. Mais sinon, je regarde plus la télé depuis 10 ans. On me dit, ah, tu sais, il s'est passé ça. Ah, il y a des nouvelles mesures sur le Covid. Je ne suis pas au courant. On me le dit qu'au dernier moment. Je ne regarde pas. Et bien, je me porte beaucoup mieux. Clairement, en fait, la normalité, ça tue. Ça tue la normalité. Honnêtement, ça tue les rêves, ça tue les perspectives d'avenir. Ça fait de toi.
un fantôme, en fait. C'est Walking Dead. Voilà, la normalité, c'est Walking Dead. C'est franchement, monde de morts vivants. Ouais, je comprends ce que tu dis, le fait de pouvoir se soumettre, le fait de pas avoir cette idée de la créativité. Est-ce que toi, tu t'en as? T'es, Oui. tu En fait, c'est pour comprendre, parce que ça peut choquer, la définition pour moi de la normalité, c'est être dans le même moule. C'est ça pour moi la normalité. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. C'est qu'on est tous uniques. Seulement, en fait, quand on oublie notre unicité, on devient normal. Tu vois, c'est pour ça que je suis pas pour la normalité. C'est parce que je ne veux pas oublier qui je suis. Je ne veux pas oublier que je suis quelqu'un d'unique. Et c'est vraiment, en toute humilité, c'est pas genre je suis unique, je suis un être divin. Non, non, pas du tout. Je suis unique. Tu es unique, Lucie. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées, toi et moi, dans cet ouais, événement sont uniques. Et il ne faut pas l'oublier. Et dès lors que tu l'oublies, tu deviens normal. Donc, non, tu te fais mordre. Et tu deviens comme dans Walking Dead, mort-vivant. Mais non, ne te fais pas mordre par la vie. La suite est encore plus terrible. merci infiniment. Une des dernières questions, Toufik. Après. Quel est ou quels sont les conseils que tu pourrais donner aux gamins qui justement rencontrent des difficultés scolaires afin qu'ils croient en eux et qu'ils puissent vraiment croire en leur avenir? La première chose, c'est de changer les rapports avec les professeurs. Change ton regard avec les professeurs. Ne les regarde plus comme, un peu comme dans Game of Thrones, ceux qui sont de l'autre côté du mur. Regarde-les comme des partenaires. Déjà, ton regard va changer, tes rapports avec eux vont changer. Et parce que tu auras décidé de changer tes rapports de cette façon-là et de les voir plus comme des alliés que comme des autorités très dures, ils vont s'intéresser à toi. Ils vont t'ouvrir des portes. C'est clairement, si tu changes ton rapport aux professeurs, les professeurs changeront aussi leur rapport à toi. C'est évident. La deuxième chose, c'est l'entourage. Faites attention à votre entourage au collège. Tu sais, j'ai un pote, il disait vulgairement, si tu es entouré de 10 chômeurs, bah, tu finiras chômeur. Entoure-toi de ceux qui veulent réussir. Entoure-toi, mais complètement désintéressé. Il ne faut pas être dans le côté, il a de la thune, je traîne avec lui. Son père est médecin, je traîne avec lui. Ou elle a une voiture, je traîne. Non, on n'est pas dans ça. On est plus dans le côté inspirant. Cette personne a un parcours inspirant. Cette personne est motivée. Cette personne a envie de réussir. Ce n'est pas des choses que tu peux pas le destituer de ça. Tu peux le partager. Donc, il faut aller vers ces gens-là, en fait, vers ces gens qui existent dans ton collège ou dans ton lycée ou à l'université, peu importe. Ça existe. Ne t'entoure pas de gens qui ont juste envie de sortir, juste envie d'aller voir des meufs, juste envie de chiller. Va voir des gens en fait qui ont des vrais projets de vie parce que c'est contagieux. Et dans le bon sens du terme, c'est très contagieux. Wow. C'est vraiment c'est une clé de malade, ça, parce que ça sert dans la vraie vie aussi, encore aujourd'hui, Ok, l'entourage. oui. Ok, oui. Et la dernière question, et pour les parents, tu leur conseilles quoi, Toufik? De vite prendre conscience que les parents, lorsqu'ils vous parlent, ils parlent d'eux. Ce n'est pas vous. Ils vous transmettent leur peur à eux, leur éducation à eux. Et d'ailleurs, on l'avait dit, je crois que je l'avais dit sur scène avec la phrase de Justine Alves, se reconstruire à partir de soi. Pensez en fait, pensez à ça. Ok, mes parents ils m'ont dit ça, mais pourquoi ils m'ont dit ça? Parce que ceci, cela, ça, c'est par rapport à leur vie, ça, c'est par rapport à leur éducation, c'est par rapport à leurs craintes, à leurs peurs, à leurs envies, mais aussi des fois parce que le regard des gens, les parents surveillent le voisinage et se disent ah mais si les voisins me voient mon fils, il faut qu'il réussisse. Tu connais ça? Ok, oui. Je peux pas dire à ma voisine que mon fils il a quitté l'école. C'est la honte. Dans le quartier, je vais péter la honte. Je vais passer pourquoi? Ça aussi, il faut arriver à identifier ce genre de comportement chez nos parents très tôt, parce que plus vite on l'identifie, et plus vite on commence à penser par nous-mêmes. Et quand on pense par nous-mêmes, on commence à faire ce qui est le plus grand et le plus grand des pouvoirs de l'humain et qui est le plus dur à accéder, c'est s'écouter. C'est le plus dur. S'écouter dans un brouhaha constant où on est en fait influencé par des énergies négatives, par une socialisation, par une norme, par il faut s'écouter. À un moment, il faut faire le vide, s'écouter. OK, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Comment pourrais-je prendre plaisir à faire ce que je trouve compliqué? S'écouter. Pour la petite anecdote, il y a ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments, très compliqué à apprendre, même à l'université, les gens ne le connaissent pas par cœur.
Et il y a une prof qui a fait une expérience aux États-Unis sur des élèves de maternelle. Et elle a dit, je vais essayer d'apprendre le tableau périodique des éléments à des élèves de maternelle. Compliqué. À l'université, personne ne le connaît par cœur. Sauf qu'elle y a inculqué du plaisir. Et tu sais comment? Elle a pris le tableau périodique et sur le côté, elle a fait A, B, C, D, E, F, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Et elle, tous les jours, à la récré, elle faisait jouer à toucher-couler sur le tableau périodique. Tu disais A5, je sais pas, ça faisait Mercure 232 par exemple, et voilà, c'était le Mercure. Les gens se rappelaient parce que c'était devenu un jeu. Donc, du coup, une personne qui dit je n'aime pas la science, ce n'est pas vrai. C'est pas que tu n'aimes pas la science. Ce n'est pas que tu n'aimes pas les maths, la géographie, l'histoire ou peu importe la matière. C'est juste que tu n'as pas trouvé comment en fait l'apprendre avec plaisir. C'est ça le défi. Inculquer du plaisir dans tout ce qu'on veut apprendre. Je vois tes paroles. La ludification, pour moi, est une des clés. Et je partage totalement ce que tu dis. En tout Donc, cas, merci infiniment, Toufik, encore pour ce super moment. Je suis encore heureuse d'avoir un témoignage comme le tien. C'est juste des pépites que les jeunes, j'espère, pourront t'écouter et comprendre les clés que tu as pu donner. En tout cas, merci infiniment pour ton aide, pour ta merci. contribution. Merci beaucoup. Merci à toi et pour ce que tu as fait. Surtout, n'oubliez pas toute la partie de mes excès de violence, même si ça peut choquer certains, et je peux le comprendre parce qu'on n'a pas tous eu le même parcours et la même éducation. Ce n'est pas quelque chose à reproduire, c'est quelque chose que je sais aujourd'hui compliqué, difficile, grave. Il y avait bien sûr d'autres solutions. Je n'avais pas les armes pour comprendre qu'il y avait d'autres solutions, mais avec Lucie, maintenant vous les avez, n'est-ce pas? Là, vous les avez. Vous vouliez un témoignage, vous les avez. Et Lucie, justement, elle vous fait part de ces témoignages pour éviter les erreurs que l'on a déjà faites et pour en tirer les leçons que nous, on a mis des années à comprendre et à appliquer. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je te souhaite le meilleur, de rayonner encore plus que tu ne rayonnes, de ne Merci à toi pas, aussi. voilà, de pouvoir contribuer. Et ce que tu disais en intro, c'est que tu peux me rappeler en fait comment tu t'es présenté. En tant que compositeur, et à chaque fois je le signale, c'est la phrase de Many Days, un compositeur, on est des décorateurs de silence. Waouh, Voilà. merci beaucoup. Je te souhaite une magnifique continuation et un super été. À toi aussi, Lucie, et à toi et ta famille. Merci beaucoup. Merci, Lucie.